gouvernement sénégalais a présenté vendredi le projet du budget pour l'année 2016. Il est arrêté à 3 022 milliards contre 2 869 milliards dans la loi initiale 2015. De la coopération internationale, il est attendu un appui de 437 milliards, dont 53% de prêts concessionnels conformes à la stratégie d'endettement de l'État et 47% de subventions. Évidemment, certains se posent la question de savoir comment ces 3 022 milliards seront mobilisés et si nous ne sommes pas en train de nous endetter davantage en compromettant l'avenir des générations futures. Rassurez-vous, le chef de l'État a fixé au gouvernement une ligne directrice, à savoir la conquête de notre souveraineté budgétaire. Selon les autorités, cette loi des finances accorde une priorité à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, de même que l'accès aux services sociaux de base. La loi de finances pour 2016 accorde la priorité à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire, PAP, du PSE. Ainsi, conformément aux orientations du PSE, le maximum de ressources sera consacré à l'investissement pour assurer la transformation structurelle de notre économie et élargir l'accès des populations aux services sociaux de base. Plus d'investissements seront consentis pour plus de croissance économique, pour un partage équitable de la richesse créée entre les différentes couches de la population. La loi des finances sera sous peu soumise aux députés. L'objectif visé par le gouvernement est une démarche de transparence dans la gestion des finances publiques. Mohamed Ba est guinéen d'origine. Depuis son smartphone, il suit l'actualité de son pays, marquée par la présidentielle prévue ce 11 octobre. Il est prêt à accomplir son vote. On est prêt pour voter. On est déjà prêt pour voter. On a notre carte électeur déjà. Inch'Allah, on va voter. Ici, à la rue Sandiniéry, au centre-ville de Dakar, travaille une forte communauté guinéenne avec toutes les sensibilités politiques cohabitant en parfaite harmonie. L'intérêt est de préserver la cohésion de la nation dans la diversité d'opinions. Ces élections, nous les préparons dans la tranquillité et la paix. Ici, il y a pratiquement tous les partis qui sont représentés. On respecte chacun ses opinions. À quelques jours des élections, des actions de sensibilisation pour le retrait des cartes d'électeurs ont été menées de part et d'autre par les responsables des états-majors politiques guinéens à Dakar. Pour l'heure, la quasi-totalité de ces cartes ont été retirées. Les cartes qui ont été effectuées à Conakry sont déjà à Dakar. Ça fait au moins une semaine de cela que beaucoup de nos compatriotes ont pu récupérer leurs cartes. Et on prépare les élections le 11 octobre. À Dakar, tous les ressortissants qui ont leurs cartes ont été invités d'aller voter dans la transparence, dans la paix et dans la sérénité. Il faut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Le président sortant Alpha Condé et 7 autres candidats dont Seydou Dalen Diallo et Sidia Touré sont en compétition pour le fauteuil présidentiel. Pour le moment, aucun incident majeur n'a été noté au cours de la campagne électorale qui a pris fin ce vendredi. La forte communauté guinéenne de Dakar souhaite des élections libres et transparentes pour des lendemains électoraux apaisés. Alors on est à 3 mois. Nous pensons que tout est en train de se dérouler tel que prévu. Je veux parler de la distribution des cartes d'électeurs. Je veux parler de l'affichage des listes électorales. Je veux aussi parler de tout le matériel de vote que nous avons déjà reçu, ainsi que les fonds nécessaires à cela, parce que les fonds étant le nerf de la guerre, nous les avons reçus, si bien qu'aujourd'hui nous pouvons dire que les élections se passeront dans de très bonnes conditions. S'il arrivait que chacune de ces personnes retire sa carte qui donne droit au vote, c'est donc 28 000 personnes qui sont attendues dans le bureau de vote au nombre de 45 pour les Guinéens au Sénégal le 11 octobre 2015. Tous les partis en compétition sont représentés, y compris l'administration. Je veux parler de l'ambassade. Il y a au-delà de tout ça un superviseur qui est venu pour parrainer les élections, qui est de très bonne qualité en matière de technicité
et qui peut œuvrer à nous aider à la bonne organisation de ces élections. Tout se passe absolument dans la transparence. Wade a décidé d'éjecter Modou Diagne Fada, son ex-ministre de la Jeunesse du temps du régime libéral, de son fauteuil de président du groupe parlementaire libéral. Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais a choisi la présidente du conseil départemental de Bombay, Aïda Mbodj, pour diriger le groupe parlementaire des libéraux. Une décision qu'il a prise suite à la réunion du comité directeur au cours de laquelle Omar Sarr et ses camarades lui avaient mandaté de revoir la composition de leur groupe parlementaire en perspective de la prochaine rentrée parlementaire, lui demandant d'expulser Modou Diagne Fada. Fada et ses acolytes surnommés les frondeurs ne vont pas se laisser faire. Ils comptent se réunir ce week-end pour apporter la réplique. L'Institut de prévoyance retraite du Sénégal renouvelle le préfinancement du plan Sésame à Dakar. Les hôpitaux de la capitale sénégalaise ont reçu leur chèque au siège de l'institution en présence des autorités administratives. Voilà, ils sont là. Ah oui. Pour le directeur de l'IPRES, il ne s'agit pas d'une activité financière, mais d'un partenariat pour une prise en charge correcte des retraités. L'IPRES a décidé, même si ce n'est pas dans ses missions, même si ce n'est pas dans ses obligations, donc d'investir dans la prise en charge médicale des retraités et de leurs familles, ce qui se fait depuis très longtemps et qui se poursuit et va se renforcer certainement dans les années à venir. L'institution compte par ailleurs redéfinir les modalités dans le cadre du préfinancement pour éviter les dépassements dans les hôpitaux. Une enquête de satisfaction pour évaluer les méthodes d'accueil au niveau des hôpitaux sera aussi faite. Ces décisions font suite aux réclamations des retraités qui se plaignent du mauvais traitement dont ils font souvent l'objet dans les structures hospitalières. Les allocataires sont très mal reçus dans les hôpitaux. En revanche, le représentant de l'hôpital de Ouakam soutient que son établissement s'occupe bien des retraités. Ça fait partie des hôpitaux qui respectent la convention. Les retraités sont pris en charge d'une manière vraiment totale et prioritaire aussi. Le rôle de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal n'est pas de soigner, mais de collecter les cotisations pour une pension mensuelle des retraités. Mais il procède à des actes socio-sanitaires car soucieux du bien-être de ses pensionnaires, ce qui fait du Sénégal une exception selon Racine Sy, président du conseil d'administration. Monsieur Sy soutient que les retraités de l'IPRES avec ou sans préfinancement doivent bénéficier d'une prise en charge correcte car éligibles en tant que citoyens sénégalais. Il définit ce préfinancement comme un subventionnement des hôpitaux et un enrichissement sans cause. Il exige plus de respect à l'endroit des retraités et entend prendre des mesures pour une satisfaction de leurs besoins. Faire de l'étudiant un acteur de sa formation, favoriser sa réussite et améliorer ses conditions de vie, telle est la vision de l'État du Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, a entamé une tournée de visite des chantiers initiés par son département pour apprécier leur état d'avancement. Que des ressources importantes ont été mises à disposition du ministère par le président de la République, M. Macky Sall, et que ces ressources, évidemment, sont mises en œuvre et il nous appartenait aujourd'hui de voir où est-ce que nous en sommes. Et le parcours décrit par le recteur, la livraison de la deuxième tranche de la deuxième cité des enseignants du supérieur pour 140 appartements. La tournée durera du 8 au 13 octobre dans les régions de Dakar, Ziguinchor, Kolda, Diourbel, Thiès et Saint-Louis. Elle vise à montrer l'importance des efforts fournis par l'État et ses différents partenaires pour le développement de l'enseignement supérieur. Il en est de même des équipements scientifiques. C'est la première fois que des efforts aussi importants en équipements scientifiques, techniques, est mis en place à travers le programme du président de la République, M. Macky Sall, à savoir construction de 100 salles de travaux pratiques et équipement des laboratoires et équipement des centres de recherche. Ces projets sont engagés pour faire de l'enseignement supérieur un levier du développement économique et social.
Le gouvernement du Sénégal veut impulser le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Des travaux de réhabilitation et de renforcement des infrastructures sont en cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une initiative appréciée à sa juste valeur par les étudiants. Je dis que ça arrive au bon moment, parce que nous avions constaté le désarroi de beaucoup de nos camarades. Nous avons même constaté le désarroi des Sénégalais qui voient qu'à la faculté de droit, une faculté où les gens échouent en masse, etc. Donc cela a une cause, il y a une explication à cela. Et l'explication, ce sont les conditions de forme qui ne sont pas réunies, et même les conditions de fond. Donc les conditions de forme, parce que les gens ne parviennent pas à bien étudier. Comment est-ce qu'on peut être dans une amphi où l'on n'entend pas vraiment le professeur? Mais ces travaux perturbent le quotidien des étudiants. L'idée est de moderniser la formation de l'UCAD à la hauteur de la classe mondiale. Le recteur de l'université, M. Tchoub, demande aux étudiants d'être patients. Bientôt, la fin des travaux. Il ne reste plus quasiment que les dernières finitions et nous espérons pouvoir mettre ces chambres, ces nouveaux pavillons à la disposition des étudiants au cours de cette année universitaire 2015-2016. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 3 pavillons pour 1044 lits ont été construits, un amphithéâtre de 800 places ainsi que des salles de travaux pratiques pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Il en sera de même pour les autres universités du pays. Le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sénégal proteste contre la discrimination salariale faite à leur encontre. En sit-in ce matin devant le rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ils dénoncent une mauvaise gestion de l'administration universitaire. Même ceux qui sont à l'université dans les fonctions ancillaires, domestiques et ouvrières perçoivent le triple de ce qu'ils ont, ce qui est anormal. Donc nous avons négocié avec le rectorat, on les a rencontrés plusieurs fois, mais force est de reconnaître qu'ils sont arrêtés dans leur décision de ne pas les intégrer dans le corps des partis. En réaction à ce mouvement d'humeur, le ministre Mary Teuw Niane, sur place, a demandé aux partis concernés d'ouvrir un dialogue pour un apaisement de l'espace universitaire. Pour sa part, le recteur de l'UCAD affirme avoir ouvert le dialogue. Il soutient que leur requête est en cours de traitement. Fondés en droit, vos demandes, nous les satisferons immédiatement. Et si nous n'avons pas les moyens de les satisfaire, nous vous le dirons et nous chercherons ensemble les moyens de les satisfaire. Réfutant les propos du recteur, les frondeurs exigent plus de respect de la part des autorités administratives du rectorat. Ils comptent déposer un préavis de grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites dans les délais. L'atelier sur la revue conjointe du secteur agricole s'est ouvert ce jeudi à Dakar, une rencontre que le ministère de l'Agriculture s'est engagé à organiser chaque année. Cette évaluation a pour objectif d'offrir aux différents parties prenantes du secteur l'opportunité d'appuyer le développement de l'agriculture en vue de promouvoir la responsabilité mutuelle par des revues et des dialogues incomplets, inclusifs et robustes. Cette revue conjointe du secteur agricole est une occasion de discuter de l'état d'avancement et du développement de l'agriculture. Mais on attend aussi de la part de la presse une proposition. Pour obtenir de bons résultats à la sortie de cette revue, la discussion, la validation des éléments factuels et recommandations dans le projet, ainsi que la proposition des orientations, recommandations et initiatives spécifiques aux parties sont d'une nécessité essentielle. Un regard critique externe du secteur devra permettre de donner quelques perspectives pour l'agriculture au Sénégal. Durant les 2 jours d'échange et de concrétisation des actions entreprises que va porter la revue conjointe du secteur agricole, les parties vont tenter de trouver des solutions pour une autosuffisance alimentaire au Sénégal. Sa menace d'annuler le match qui devait opposer sa sélection à celle du Sénégal jeudi.
C'est après avoir pris connaissance de la liste des joueurs sénégalais qui avaient fait le déplacement que la partie égyptienne a pris la décision d'annuler le match car il s'attendait à affronter l'équipe A et non la sélection olympique. L'Égypte compte bien saisir les juridictions compétentes afin que la justice soit faite et d'infliger au Sénégal une amende de 100 000 $, soit 50 millions de francs CFA pour préjudice subi. La Fédération sénégalaise de football compte elle aussi saisir les autorités juridictionnelles compétentes de la Confédération africaine de football et de la FIFA après l'annulation par l'Égypte du match amical prévu ce jeudi à Dubaï. Le Sénégal, qui n'a jamais échangé de courrier avec la partie égyptienne, a été clair avec l'organisateur de la rencontre, lui stipulant qu'à cette date, le Sénégal se déplacerait en Algérie pour un match amical. Avec la mise à l'écart de Joseph Blatter ce jeudi 8 octobre, le Camerounais Issa Hayatou devient le président intérimaire de la Fédération internationale de football jusqu'à l'élection d'un successeur le 26 février 2016. Cette situation ressemble davantage à un cadeau empoisonné pour Hayatou, patron du foot africain depuis 1988, qui a longtemps rêvé de diriger la FIFA. À 69 ans, le Camerounais, en tant que premier vice-président de la FIFA, succède en effet à Joseph Blatter pour un intérim périlleux de 4 mois. Une petite revanche au goût très amer car Issa Hayatou remplace dans cette optique un Blatter qu'il avait battu pour la présidence de la FIFA en 2002. Le patron de la CAF n'a jamais digéré cette défaite. À l'époque, de nombreux délégués africains avaient alors voté pour le Suisse. Lors de sa dernière réélection à la tête de la Confédération africaine en mars 2013, Issa Hayatou avait fait comprendre qu'il pardonnait, mais n'oubliez pas cette affaire. Selon lui, ce n'est pas une question d'être content ou pas, c'est une question de responsabilité, car les statuts de la FIFA lui imposent de prendre un poste par intérim, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Je suis content, dit-il. Je vais tout faire pour être à la hauteur, conclut Hayatou. Le prix Nobel de la paix 2015 a été attribué vendredi 9 octobre au dialogue national tunisien pour sa contribution à la transition démocratique en Tunisie depuis la révolution 2011, a annoncé le comité Nobel. Plus que toute autre chose, le prix se veut un encouragement au peuple tunisien qui, malgré des défis majeurs, a posé les fondements d'une fraternité nationale, a déclaré à Oslo la présidente du comité Nobel norvégien, Kassi Koloman-Five. Elle a par ailleurs espéré que ce prix servirait d'exemple à suivre par d'autres pays. Le Premier ministre français Manuel Valls a rapidement réagi à cette annonce. Le prix Nobel salue les efforts des Tunisiens. Vive la démocratie tunisienne, a-t-il tweeté en arabe. Le dialogue national tunisien est un quartier qui regroupe l'UGTT, l'UTICA, l'Ordre des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Le comité a précisé que le prix avait été décerné à titre collectif à ces organisations, formées à l'été 2013 à un moment où le processus de démocratisation était en danger en raison d'assassinats politiques et de vastes troubles sociaux. Selon le comité, le quartier a organisé un long et difficile dialogue national entre les islamistes et leurs opposants, les obligeant à s'entendre pour sortir d'une paralysie institutionnelle. La Cour suprême du Rwanda a rejeté jeudi 8 octobre une requête du Parti démocratique vert visant à empêcher une réforme constitutionnelle récemment lancée pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Aucun article n'est immuable, a fait valoir le président de la Cour suprême Sam Rugege. La requête déposée par la petite formation d'opposition n'a aucune base légale et est donc rejetée. À la mi-août, après 3 semaines de consultation populaire, le Parlement rwandais avait donné son feu vert à une réforme constitutionnelle devant lever la limitation du nombre de mandats et permettre ainsi à Paul Kagame de se représenter. Les parlementaires avaient affirmé n'avoir recensé qu'une dizaine d'électeurs dans le pays opposés à une réforme de l'article 101 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le Parti démocratique vert est la seule formation politique du Rwanda à s'opposer à cette réforme. Il estimait que l'article 101 était intangible et avait demandé à la Cour suprême d'en interdire toute modification. Une chance historique pour sauver la Libye, c'est en ces termes que Bernardino León, l'émissaire de l'ONU, annonce la formation d'un nouveau gouvernement d'unité nationale. Après un processus d'1 an, les personnalités représentant toutes les régions ont été désignées. À leur tête, le Premier ministre Fayez El-Sarraj. L'objectif est de mettre fin à 4 ans d'instabilité politique. Cela n'a pas été une tâche facile, les options ne sont pas infinies et la protection n'est peut-être pas une possibilité, explique Bernardino León lors d'une
une conférence de presse à Skirat au Maroc. Mais il pense qu'il est raisonnable une bonne liste des noms des policiers, des personnalités qui feront de leur mieux pour sortir leur pays de cette crise. Le vrai travail commence aujourd'hui, c'est maintenant aux Libyens représentés par les deux parlements de décider de ce gouvernement. Sans cela, nous ne pouvons rien faire, a affirmé le vice-président ministre Moussa El Koni. Près de 4 ans après la chute du régime de Kadhafi, la Libye est plongée dans le chaos avec actuellement 2 gouvernements rivaux, le Congrès général national sous la coupe des milices basées à Tripoli et un autre siégeant à Tobrouk reconnu par la communauté internationale. Un juif israélien a poignardé 2 Palestiniens et 2 Arabes israéliens ce vendredi matin. Cela s'est passé à Dimona, dans le sud d'Israël. Les 4 victimes ont été blessées. L'agresseur âgé de 17 ans a été arrêté. Cette attaque est le premier acte de représailles contre la vague d'agression au couteau de Palestiniens contre des Juifs. Un Palestinien a aussi poignardé un policier israélien ce vendredi en Cisjordanie. Blessé, le policier a sorti son arme et a abattu son agresseur. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit jeudi sa détermination à combattre le terrorisme. Avec force et sans relâche, nous allons prouver que le terrorisme ne paye pas et nous allons y remédier. Depuis une semaine, les accrochages sont de plus en plus nombreux et violents entre Palestiniens et Israéliens dans les zones occupées de la Cisjordanie et de Jérusalem.